Alors bonjour à tous, bienvenue à notre dernier webinaire. On va pouvoir commencer. Donc là, vous êtes très nombreux pour cette édition, donc ça nous fait plaisir dans le sens où on voit qu'il y a un intérêt et surtout sur le sujet employé. Donc aujourd'hui, on va vous parler de top 3 des solutions d'épargne en cette période un petit peu tumultueuse, un petit peu incertaine, comme certains pourraient le dire. Donc, on va aborder ces trois investissements qui pourront s'accorder en fonction de votre profil investisseur, en fonction de vos différents critères d'investissement, et on pourrait y revenir. Alors, pour cette conférence, on aura Vincent Coumans, avec qui je travaille, conseiller financier donc chez Vano Gestion Privée. Moi-même, je suis conseiller financier chez Vano Gestion Privée pour ceux qui assistent pour la première fois à un de nos webinaires. Et on aura également Mathieu Genillard. Alors pour présenter Mathieu, pour qui c'est la première fois qu'il participe à ce type d'événement, de webinaire avec nous. Alors en fait, Mathieu Genillard, c'est un professionnel de l'immobilier depuis 20 ans. Donc avec une expertise plus particulière sur le 6e, 9e, 11e, 12e et 18e arrondissement. Donc au début, il était négociateur, il a été également chef d'entreprise et aujourd'hui, Mathieu a la direction de l'agence Vano Trinité Saint-Georges et il a à son actif environ 350 transactions. Je crois que c'est à peu près ça, Mathieu, si Tout je ne à dis pas fait. de bêtises. Bonne présentation. Merci Antoine. Je t'en prie. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai plusieurs points à aborder. Donc, le premier, pendant toute la durée de ce webinaire, en fait, vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc, vous avez un onglet qui doit s'afficher, pardon, soit en haut, soit en bas de votre écran. Donc, vous avez possibilité de poser vos questions soit en anonyme, si, enfin, c'est à votre convenance, soit de manière ouverte pour tout le monde. C'est selon votre choix. Ensuite, je vais vous présenter de manière assez succincte le groupe Lège, donc le groupe dans lequel j'officie avec Mathieu et Vincent également. Alors, nous, on travaille pour Vano Gestion Privée. Comme vous pouvez le voir, en fait, ça gravite autour d'un certain nombre d'entités, de sociétés différentes. Alors, elles s'arc-boutent tous autour de l'immobilier, avec pour chacune d'elles une spécialisation. On va avoir la transaction pour Vano, par exemple. Pour GTF, on aura la gestion locative, mais il y a également du courtage, on a également du crédit, on a également une société d'expertise immobilière avec VIP Expertise. Enfin, c'est assez disparate. Euh, donc, euh, donc, si vous avez un sujet lié à l'immobilier, on aura très certainement une réponse à vous apporter. Alors pour vous parler plus spécifiquement, je vais être rapide sur Vano Gestion Privée. Nous aujourd'hui, on a un cabinet qui a une trentaine d'années d'existence pour environ enfin un peu plus de 1000 clients maintenant. Le début de présentation date un petit peu et pour un encours avoisinant les 150 millions d'euros. Donc on a une large gamme de produits disponibles et ce qui m'amène à un second point, un point qui n'est pas négligeable, c'est pour vraiment faire le parallèle entre une banque et un cabinet privé comme le nôtre, c'est justement la pluralité des supports d'investissement disponibles. Nous, concrètement, on est ouvert à quasiment tous les investissements du marché. On va pouvoir s'ouvrir à n'importe quelle société de gestion, on aura tous les assureurs, enfin la plupart d'entre eux en tout cas, si on a envie d'ouvrir un partenariat. Donc pour le client, par rapport à une banque privée, il y aura le choix, tout simplement. Donc, on ne sera pas cantonné à des partenaires qui seront établis au compte-gouttes d'ailleurs. Non, vraiment, on sera ouvert à l'entièreté des produits disponibles. Le second point pour vraiment comparer la banque privée et le cabinet de gestion de patrimoine, c'est les frais. De manière, enfin, on va dans la plupart des cas, 99% des cas, être beaucoup plus compétitif en termes de frais que les banques privées. Donc, dans la slide, vous pouvez également voir qu'on peut s'adapter à une clientèle internationale. Donc, la plupart de nos clients sont quand même bien évidemment résidents fiscaux français, mais on a également des solutions sur mesure pour cette clientèle internationale.
Alors, avant de laisser la parole à Mathieu et Vincent, je vais vous parler du contexte actuel, contexte global, économique. Donc, au niveau de la croissance, on a une croissance à 1,1% sur 2024. Alors, c'est très faible, même si certains vont dire oui, mais c'est plus élevé qu'en en 2023. En 2023, on était à 0,93%. Dans les deux cas, c'est très faible si on tient compte, bien évidemment, des années antérieures. Pour la majorité de ces années-là, on avait une croissance supérieure à 2, 2,5. Donc là, la croissance est considérée par tout le monde d'ailleurs comme très faible. Concernant l'inflation, donc inflation en France, elle est inférieure à 1% en rythme annualisé. D'ailleurs, pour être plus exact, sur février, en rythme annualisé, on était à 0,8. On vient d'avoir les informations. Et pour, pour, pour agrémenter un petit peu tout ça, la BCE, donc la Banque centrale européenne, a baissé le taux directeur à 2,5%. Alors rappelons-le, la BCE, donc la Banque centrale européenne, elle avait un objectif, c'était de lutter contre l'inflation. Et donc quand les prix ont augmenté, elle, ce qu'elle a fait, elle a augmenté en fait le taux directeur, et la conséquence, on peut voir que ça a fonctionné d'ailleurs, c'est que l'inflation a pu baisser. Donc ça a été positif à ce niveau-là. Concernant les OAT, donc les OAT 10 ans, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le taux d'emprunt de l'État français à 10 ans. Donc on peut voir qu'il a augmenté, il est à hauteur de 3,4% aujourd'hui. Alors concernant maintenant les marchés financiers, donc on a le CAC 40 qui a progressé, enfin qui progresse de 6%. Ça c'est depuis le début de l'année. D'ailleurs, il progresse tout comme, enfin à la même hauteur que l'indice européen, contrairement à l'indice américain. On peut prendre le SP 500 qui lui baisse depuis le début de l'année, toujours la même période, de 5%. Donc c'est assez rare, c'est même très rare que justement les indices français et européens surperforment euh, la partie américaine. Alors, ça, Vincent, il reviendra sûrement sur certains actifs qu'il évoquera, mais c'est aussi dû à un contexte géopolitique extrêmement agité. Donc, d'un côté, on a le problème au niveau de la guerre potentielle, troisième guerre mondiale, mais même si on se cantonne à la guerre actuelle, c'est des problématiques qui sont majeures et qui touchent de nombreux pays sur les énergies et sur énormément de sujets. Là, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir avec la taxation, en tout cas les menaces de taxation sur les imports, sur les exports, il y a énormément de sujets qui, d'un point de vue mondial, peuvent chahuter cet équilibre financier qui avait été trouvé. La bonne nouvelle, en tout cas pour vous, c'est que malgré ce contexte agité, malgré toutes ces mouvances, ces fluctuations de marché, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Alors, elles sont peu nombreuses, certes, mais elles ont le mérite d'exister, et pour certaines d'entre elles, elles sont très efficaces. Donc, je vais laisser la place à Vincent Coumans, conseiller financier, qui va pouvoir vous parler de la première solution. Merci Antoine. Je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous. Comme première solution d'épargne dans cette période qu'on peut quand même qualifier de tumultueuse, je vais vous parler du placement préféré des Français, puisqu'il s'agit du placement le plus souscrit par les Français, et c'est le contrat d'assurance vie. Donc je rappelle que le contrat d'assurance vie, c'est un contrat d'épargne qui permet de se constituer un capital. Ce capital va être disponible à tout moment. On peut récupérer son capital au bout d'un an, quelques mois ou plus longtemps, et va être destiné à réaliser soit des projets à long terme, soit également pour des problématiques de succession, pour protéger ses proches, par exemple. Donc le contrat d'assurance vie offre une fiscalité avantageuse au bout de 8 ans. Donc au bout de 8 ans du contrat, il y a une exonération sur les plus-values du contrat, et donc on a un abattement qui dépend de votre situation familiale. Si vous êtes marié, vous avez un abattement de 9 200 € par exemple.
Ensuite, en ce qui concerne le contrat, ce qui va être important, c'est qu'est-ce qu'on inclut au sein du contrat d'assurance vie? Parce que finalement, des contrats d'assurance vie, il y en a partout. Il y en a auprès des conseillers bancaires, auprès de votre banque privée et il y en a également auprès de cabinets comme le nôtre. Donc, le contrat d'assurance vie va offrir une liberté dans les choix d'investissement. Donc, il y a une véritable importance dans le choix du contrat et encore plus pendant cette période agitée, donc le choix des supports va être primordial et j'y reviendrai par la suite. Ensuite, comme je l'expliquais, le contrat peut également être destiné à la protection de vos proches, puisqu'il offre des avantages en matière de succession, puisque pour les versements effectués avant 70 ans, il y a des abattements qui permettent d'être exonérés de droits de succession. Donc en ce qui concerne les abattements, il s'agit d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Alors, comment choisir son contrat d'assurance vie? Le premier critère qu'on va regarder, ce sont les frais du contrat. Les frais du contrat, il y en a plusieurs. Il y a les frais de souscription du contrat. Donc, quels sont les frais qui vous sont pris quand vous versez un montant sur le contrat? Ça, c'est déjà important de le regarder. Ensuite, il y a les frais de gestion du contrat. Donc, chaque année, l'assureur va prendre une partie de frais sur l'encours qu'il y a sur le contrat. Ensuite, il peut y avoir des frais d'arbitrage, donc des frais de changement quand on change un support sur le contrat. Et ensuite, il peut y avoir des frais de gestion liés à la gestion pilotée. Donc souvent, nous, on analyse des contrats qui se situent en banque privée, et il y a, en plus des frais de gestion du contrat, il va y avoir des frais de versement, mais aussi des frais de gestion pilotée. Et donc, ça va rogner finalement sur la performance globale du contrat. Donc, à la souscription, il y a une attention particulière à regarder et analyser les différents frais. Deuxième critère, c'est l'offre financière. Donc plus cette offre financière va être importante, plus évidemment l'allocation que nous conseillers, on va vous préconiser, peut être adaptée au contexte de marché. Et je vous montrerai des exemples de support par la suite, mais actuellement, étant donné que le contexte macroéconomique et les informations qu'Antoine vous a présentées au tout début, on a un positionnement assez prudent. Et donc, dans ce contexte, on a besoin de supports qui sont très diversifiés pour quand même vous offrir une rentabilité adaptée. Ensuite, en termes de rentabilité, il faut faire attention également à la rentabilité du fonds euro du contrat. Non seulement sa rentabilité, mais également de quoi est composé le fonds euro. Donc le fonds euro, c'est le fonds qui est garanti par la compagnie d'assurance. Ça va être vraiment le support sécuritaire du contrat. D'ailleurs, les médias, souvent, quand elles vont définir la rentabilité d'un contrat d'assurance vie, vont uniquement se baser sur la rentabilité du fonds euro. Donc, actuellement, il faut vérifier quelles sont les offres bonifiées sur le fonds euro, parce que comme les taux sont un peu plus élevés, les assureurs veulent collecter un maximum sur le fonds euro, et aussi quelle est la composition du fonds euro. Est-ce que si jamais il y a beaucoup de retraits sur le fonds euro, est-ce que l'assureur va être capable d'assurer une certaine liquidité? Donc ça, ce sont des données que nous, on va quantifier et qu'on va analyser. Ensuite, dernier point, c'est que nous, on peut vous offrir la possibilité au sein de Vano Gestion Privée d'auditer vos contrats d'assurance vie existants. Vous devez sûrement avoir des contrats d'assurance vie auprès de votre banque, banque privée, ou en ligne ou ailleurs. On peut les auditer selon ces différents éléments et vérifier si l'allocation financière du contrat est véritablement adaptée à vos objectifs et à votre profil de risque. Je me permets d'ajouter, Vincent, que tous les audits en fait proposés par Vano Gestion Privée sont gratuits. Donc n'hésitez absolument pas à présenter vos contrats. On pourra vous donner notre analyse. Ça prend environ une semaine pour avoir le retour. Et ensuite, vous aurez l'entièreté des réponses dont vous aurez besoin. Oui, exactement. Ensuite, en ce qui concerne l'offre financière, c'est là que on va se distinguer, puisque actuellement, en termes d'offres prudentes, comme on a un positionnement assez prudent par rapport à la situation actuelle, on va quand même rechercher des supports qui offrent plus de rentabilité
qu'à la fois les livrets bancaires que vous avez en dehors des contrats d'assurance vie, plus rentable que les fonds monétaires qui est au sein du contrat d'assurance vie, et également plus rentable que le fonds euro. Donc on va rechercher des supports qui offrent une rentabilité additionnelle et qui sont catégorisés entre 2 et 3 sur 7 sur notre échelle de risque. Les premiers fonds qu'on met en avant, ce sont les fonds obligataires. Donc tout à l'heure, Antoine expliquait que l'OAT française, donc le taux auquel la France emprunte est à 3,4%. C'est un bon baromètre de ce qu'on peut retrouver en termes de performance sur les fonds obligataires. Donc les fonds obligataires, c'est de la dette émise soit par l'État comme l'OAT française, soit par des sociétés qui permettent de bénéficier d'une visibilité de rendement dans les prochaines années. Donc on choisit une maturité, on choisit le rendement, on sait exactement quel sera le rendement pour les prochaines années. Donc en fonction de la durée de l'investissement et en fonction du type de société sur lesquelles ces fonds sont investis, on a un rendement compris entre 4 et 6% pour des solutions catégorisées à 2 sur 7 sur l'échelle de risque et un horizon de placement, on va dire, entre 2 et 5 ans. Deuxième solution qu'on met en avant, là on parle plus d'obligations, on va parler d'actions. Alors les actions, évidemment, ça peut faire peur dans cette période actuelle, sachant que les valorisations sont très élevées et que on a un risque de perte en capital. Ici, je vais vous parler d'un fonds qu'on appelle long short. Alors c'est un terme assez technique, mais ce terme va désigner un fonds qui prend des positions acheteuses, mais également vendeuses sur le marché des actions. Donc les positions vendeuses vont permettre de protéger le portefeuille, même dans les périodes de baisse. Donc le profil de risque, alors que sur des fonds actions classiques, on est plutôt entre 5 et 7 sur 7, ici on va être à 2 sur 7, donc avec une volatilité, donc une prise de risque assez maîtrisée. Et donc, ça permet d'investir quand même sur les actions avec un objectif de rendement autour de 5% par an. J'ai- Ensuite, oui, Excuse-moi, Vincent, il y a une question, qu'est-ce que c'est exactement la position vendeuse sur... la position vendeuse, c'est-à-dire que on s'attend à ce qu'une action va diminuer dans les prochains mois ou dans un an par exemple, et donc on va prendre une option sur cette action en anticipant une future baisse. Bon, c'est assez technique, ce sont des options, mais ça permet d'investir sur un panier d'actions dans lesquelles finalement on ne croit pas ou on ne croit pas dans leur business model et on pense qu'elles vont diminuer dans les prochains mois. Donc ça permet d'anticiper une potentielle baisse de certains marchés, de certains secteurs. Troisième thématique qu'on met en avant, qui va être une thématique plutôt long terme, parce que les fonds obligataires, on est sur un horizon de placement entre 2 et 5 ans. Les fonds long short, aussi entre minimum 2 ans, entre 2 et 4 ans. Ici, la dernière solution, c'est investir dans des fonds privés, dans des infrastructures durables. Donc ici, on parle de private equity. On est sur un profil de risque à 3 sur 7, donc pas énormément plus que les deux fonds présentés précédemment. Une rentabilité cible de plus de 5% par an et une thématique plutôt à long terme, puisque ce sont des thématiques à très long terme sur le financement des infrastructures. On a vu que l'Allemagne investit plusieurs centaines de milliards dans ces infrastructures justement. Donc ça permet d'avoir accès à des actifs qui sont tangibles, qui sont peu corrélés des marchés financiers, donc peu corrélés finalement de toutes les variations qu'on a dans l'univers des actions cotées, et donc ça permet d'être résilient aux différents risques économiques. Donc ces trois fonds, alliés au fonds euro dont je vous ai parlé et à un fonds euro qui est performant, vont permettre d'avoir une rentabilité quand même assez importante sur le contrat, sur des horizons de placement compris entre 2 et 5 ans. Merci Vincent. Avant de laisser la parole à Mathieu, je vous rappelle à tous que vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment. Donc on y répondra peut-être certainement si on n'a pas trop le temps à la fin de ce webinaire. Mais n'hésitez surtout pas à poser des questions, même à donner des détails sur votre situation s'il y a un élément sur lesquels vous souhaitez avoir des éclaircissements. Je vais laisser la place donc à Mathieu. Mathieu, donc directeur de l'agence Vano Trinité. Donc, je te laisse parler du marché immobilier actuel. Merci Antoine et merci Vincent pour cette présentation qui donne envie d'être accompagné par vous dans nos placements financiers. Donc oui, moi je vais vous parler de ce que je connais bien, l'immobilier.
et l'immobilier locatif. Tout d'abord, faisons un petit point sur le marché. Bon, un marché dont on sait que depuis le plus haut de novembre 2022, on a eu à peu près une baisse de prix de 15% et des volumes qui ont baissé de 30%. Donc, on a connu une crise importante, crise qui s'est poursuivie encore au deuxième semestre avec une baisse des volumes de transactions. Mais depuis le premier trimestre 2025, on voit un regain d'activité, plus de biens à vendre et surtout des acquéreurs qui reviennent sur le marché. Ils reviennent sur le marché parce que les capacités d'emprunt sont meilleures, les banques jouent le jeu, elles ont envie de financer, de conquérir de nouveaux clients en faisant des propositions intéressantes, et puis surtout une baisse de 25% des taux, c'est d'autant plus intéressant pour rentrer sur le marché. On est passé de 4,3% il y a depuis novembre 2023 à 3,3 aujourd'hui. Et sur les bons profils, on peut obtenir un petit peu moins de 3%. Donc c'est intéressant du côté des acquéreurs pour rentrer sur le marché. De l'autre côté, c'est vrai que les vendeurs qui ont besoin de vendre, hein, qui ont des vrais projets, qui veulent avancer dans, euh, dans leurs orientations, changement de vie ou pas, commencent à accepter des négociations raisonnables. Bon, ce qui fait on est maintenant dans un marché qui s'est assaini. C'est plus un marché où tout se vend au même prix. C'est un marché où les biens de très bonne qualité se vendent bien à des prix élevés et toujours très élevés. Des biens moyens qui sont un petit peu plus nombreux sur le marché, donc avec une possibilité de négocier, de comparer. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le marché immobilier aujourd'hui, c'est bien de rentrer actuellement parce que les taux sont bas, les prix sont un petit peu plus intéressants qu'il y a 2 ans, et surtout bah, l'investissement immobilier. Pourquoi? Pour se constituer un patrimoine. Et tout d'abord, c'est une valeur refuge qui protège contre l'inflation puisque en reprenant les chiffres, depuis 1991 à Paris, on voit que l'augmentation annuelle des prix moyens était de 3,6%, donc 3,6% d'inflation. Euh, non, 3,6% d'augmentation des prix de l'immobilier par rapport à une inflation de 1,8%. Donc, investir dans la pierre, ça permet de protéger son capital et aussi de l'accroître. C'est aussi un produit d'investissement, contrairement à un produit financier, qui a deux valeurs. Une valeur d'échange, donc on achète, on vend, et une valeur d'usage, qui permet aussi de faire face à des changements de vie, pour une reprise de logement lors d'une séparation, ce qui peut arriver, ou alors pour aider un enfant lors de ses études. Et puis surtout, c'est un très bon moyen de sécuriser un revenu complémentaire à la retraite. Voilà, on peut acheter, moi je conseille d'investir dans l'immobilier le plus jeune possible. Voilà, on prend date et au bout d'un moment, quand le crédit est soldé, ça permet d'avoir un peu plus de tranquillité financière à la retraite. Alors, très simplement, moi, ce sera moins technique. Je conseille des investissements, entre guillemets, basiques. Ce que je conseille aujourd'hui à mes clients et à mes amis aussi, c'est d'investir sur des studios ou des 2 pièces. Et en fait, les meilleurs investissements qui ont été réalisés, ce sont sur des biens à rénover qui sont devenus non louables ou qui sont en passe de le devenir du fait de la législation sur la performance énergétique, puisque depuis le 1er janvier 2025, les appartements avec un DPE G ne sont plus louables et pour ceux en F, ce sera en 2028. Donc en fait, cibler entre guillemets, des passoires thermiques, ça permet de faire des investissements avec des décotes sur les prix. Et après, nous, chez Vano, on a des entrepreneurs qui savent bien travailler à des prix corrects pour remonter la note de ces passoires. Je peux vous donner quelques exemples, 3 exemples, en l'occurrence dans notre quartier. 26 rue de Douai,
J'ai vendu un 2 pièces de 18 mètres carrés 11 à rénover en novembre 2020 à 160 000 euros. C'est un jeune cadre comptable qui l'a acheté pour constituer sa retraite. Donc là, très clairement, il a dû faire des travaux et il l'a mis en location. Les travaux ont duré 2 mois, il l'a mis en location après, il a gagné en performance énergétique et il obtient une rentabilité brute, hein, autour de 5%. Le deuxième exemple, toujours dans le 9e, un peu plus proche de la rue des Martyrs, rue Victor Massé, collé à l'avenue Frochot, qui est un lieu très sympa de notre coin. Un studio au 6e et dernier étage avec ascenseur de 24 mètres carrés 54 à rénover, puisque classé G en performance énergétique. Je viens de le vendre à un haut fonctionnaire. Et là, c'est cette même optique de constituer son patrimoine, sa retraite, et aussi de penser à sa petite fille qui vient d'avoir 3 ans, donc quand elle sera étudiante dans 15 ans. Et ce bien-là s'est vendu un peu plus cher en termes de prix au mètre carré, puisque le profil de l'investisseur, c'était plutôt que de rechercher une rentabilité importante, c'est plutôt de se dire j'achète un lieu dans lequel je suis certain que mon patrimoine conservera sa valeur. Néanmoins, on arrive à 4,5% de rentabilité brute également. Enfin, troisième exemple, dans l'arrondissement limitrophe au nôtre, 18 rue Jacques Louvel-Tessier, à côté de République, un 2 pièces avec un bureau de 38 mètres carrés 44 loi Carrez, à rénover, classé F, vendu 330 000 euros en juin 2024 à une cadre de direction de France TV. Et là, c'est une histoire un petit peu différente puisque c'est une maman qui l'a acheté pour elle et pour sa fille. Elle a fait une donation de nue propriété à sa fille. Donc c'est un moyen aussi de transmettre et de prévoir les aléas futurs et de l'héritage. Voilà. Et concernant ton troisième exemple, elle compte le louer en attendant. Et est-ce que tu as une idée du ratio, enfin du rendement? Oui, bah, on est toujours, en fait, même si c'est une plus grande surface, avec un prix un petit peu plus élevé que les studios, on tangente les 5% bruts. Voilà. Après, il Ok. faut, il faut bien sûr, moi c'est ce que je dis toujours à mes clients, se conformer à la loi et chaque estimation locative est faite en fonction de l'encadrement des loyers qu'il faut respecter. Ok. Après, il peut y avoir des compléments sur des biens un petit peu exceptionnels, mais c'est plutôt rare. D'accord, ok, bah merci Mathieu pour tous ces éléments très clairs. Avec Alors plaisir. j'ai une première question pour toi, après je te propose de donner les autres questions en fin de webinaire, mais là il y a une première Mhm. question qui est directement corrélée à ce qu'on évoque. En Oui. termes de décote de prix, jusqu'à combien on peut attendre pardon, de ces décotes? Enfin, en immobilier, ben, comme sur tout sujet, c'est difficile de faire des généralités. Ce que je peux vous donner, c'est une fourchette. Les plus fortes négociations qu'on a pu avoir, elles atteignent presque les 25%. Mais ce sont sur des biens qui ont des vraies difficultés, peut-être rez-de-chaussée, sombre, peu de lumière. Donc, dans lesquels il va falloir vraiment investir tant pour la rénovation que pour la décoration, pour les rendre un petit peu plus sympathiques et les mettre et les remettre sur le marché. Après, j'ai envie de dire, un bon investissement, c'est pas nécessairement d'acheter à moins 25%, c'est de bien comprendre quel est son projet, de n'investir que ce dont on n'a pas vraiment besoin, histoire de ne pas avoir besoin un jour de revendre dans une période de turbulence. Voilà. Moi, je suis plutôt prudent, c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que je conseille mes clients. Ouais, il faut le voir comme des investissements plutôt long terme. Ouais. Tout à fait. Très bien, bah merci Mathieu. Alors maintenant, on va parler du dernier investissement, en tout cas de notre top 3. Je vais laisser Vincent parler des SCPI. Oui, merci Antoine. Les SCPI, alors si vous suivez nos webinaires, c'est vrai qu'on en parle assez régulièrement. Je rappelle que ce sont des véhicules d'investissement qui permettent d'investir dans l'immobilier. Donc il s'agit d'immobilier collectif, principalement dans l'immobilier professionnel, et l'investisseur perçoit des revenus complémentaires sur son compte courant directement. En moyenne, pour vous donner une idée, les parts de SCPI sont détenues 23 ans par les Français.
Donc, je voulais revenir parce que on a beaucoup parlé des CPI dans les médias au cours des 2 dernières années. Je voulais répondre à 2 questions. Tout d'abord, les investisseurs tournent-ils véritablement le dos aux SCPI comme les médias l'affirment? Donc, pour vous donner des chiffres, les chiffres de l'ASPIM, en 2024, la collecte nette a été de 3,5 milliards d'euros. Et il y a 20 nouvelles SCPI qui ont vu le jour. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a quand même encore un engouement pour les SCPI. Ensuite, les Je- SCPI ont-elles... Juste, Oui. excuse-moi Vincent, pour compléter ta phrase donc sur la collecte nette, pour ceux qui ne savent pas, enfin ça peut paraître logique pour certains, mais la collecte nette, c'est en fait il y a des rachats de parts sur certaines SCPI ou si les investisseurs ont besoin de récupérer leurs fonds. Du coup, la collecte nette, c'est vraiment la collecte positive en ayant déduit les rachats de parts. Exactement. Donc, ça veut dire qu'en termes de vraie collecte, il y a eu plus que 3,5 milliards d'euros en 2024. Exactement. Ensuite, les SCPI ont-elles toutes baissé de valeur? En fait, pas du tout. Il n'y a que 24% des SCPI qui ont baissé leur prix de part. Donc, si on regarde cela dans l'autre sens, c'est-à-dire que 3 quarts des SCPI ont vu leur prix de part soit augmenter, soit rester constant. Donc, celles qui ont subi une baisse de leur prix de part, ce sont principalement les CPI investis en bureau. Donc, vous allez pouvoir le constater. Donc, c'est surtout des CPI qui sont diversifiés, qui permettent de limiter ce risque de baisse de valeur de part, même dans des périodes de crise, comme on a pu le connaître depuis 2022. Donc, quel est l'intérêt de ce placement? D'une part, la SCPI va vous offrir un confort de gestion. Vous investissez dans des parts de SCPI et la seule chose que vous avez à faire par la suite, c'est déclarer les revenus perçus, donc les loyers perçus de la SCPI. Donc, à part la déclaration fiscale, vous n'avez absolument rien à faire. Ensuite, ce placement va vous offrir une réelle diversification. Donc, vous investissez pas dans un seul bien, c'est une multitude de biens dans lesquels vous allez investir. Et donc, vous avez un investissement qui est totalement diversifié, à la fois en termes de nombre, mais également de type de biens, puisqu'on va parler de commerce, de bureaux, de logistique, d'hôtels. Donc, c'est parfaitement complémentaire avec des personnes qui ont des investissements tangibles dans l'immobilier, comme des appartements plus classiques. Ensuite, on a une fiscalité qui peut être avantageuse. Donc, typiquement, pour des investissements au comptant, on va préconiser plutôt des CPI européennes, puisque les CPI européennes, leur fiscalité va dépendre de leur pays de résidence, c'est-à-dire le pays où se situent les immeubles. Donc, vous, en tant qu'investisseur français et résident fiscal français, vous allez être exonéré des prélèvements sociaux et finalement, la fiscalité française va être neutralisée puisqu'il n'y a pas de double imposition de par les conventions fiscales avec les pays européens. Et ensuite, le réel intérêt va être également le rendement. C'est-à-dire qu'actuellement, les SCPI, le quart des SCPI qui offrent les meilleurs rendements, le rendement va se situer entre 6 et 8%. Donc, celles qui sont le plus diversifiées sont sorties grandies de cette période de crise, ont continué à beaucoup collecter et ont acheté des immeubles à des prix décotés, puisque les décotes Mathieu nous parlait des décotes dans l'immobilier résidentiel, mais les décotes dans l'immobilier professionnel étaient beaucoup plus importantes et encore plus à l'étranger. Donc du coup, on a des rentabilités très attractives en ce qui concerne les SCPI. Donc des exemples. euh, Au sein de Vano Gestion Privée, nous avons accès à l'ensemble des CPI du marché. Donc, l'intérêt, en fonction des montants d'investissement, on peut vous créer une allocation diversifiée à l'instar de ce qu'on peut faire au sein d'un contrat d'assurance vie. Mais ici, on peut vous créer un portefeuille de SCPI qui est donc non seulement la SCPI elle-même va être diversifiée en termes d'investissement, mais on va également diversifier les différentes sociétés de gestion SCPI. Donc, comme société de gestion, je parle par exemple d'Arkea avec leur SCPI Transition Europe. Quorum, Sophie Edmond Rothschild qui a créé une première SCPI en mai dernier, en mai 2024, Iroko, Advenis, Alderan. Donc on a vraiment un panel très large de SCPI.
on a accès à l'ensemble des SCPI du marché. Donc si vous avez des questions, ou même sur votre portefeuille de SCPI existant, on sera ravi d'y répondre. Ça permet d'avoir une rentabilité aussi attractive et également d'avoir une protection, comme il s'agit d'immobilier et que le sous-jacent est immobilier, il s'agit d'une protection dans ces temps un petit peu agités sur les différents marchés. En guise de conclusion, on vous a présenté aujourd'hui 3 types de placements qu'on considère sécurisants et protecteurs dans cette période agitée. D'une part, l'assurance vie pour des placements vraiment financiers qui permettent de répondre à énormément d'objectifs différents. Ensuite, l'immobilier résidentiel Sur qui l'assurance vie, je me permets, excuse-moi, sur l'assurance vie, on peut réévoquer le fait que c'est uniquement l'enveloppe, hein, l'enveloppe fiscale, hein, si certains arrivent ou sont arrivés un petit peu en retard. À l'intérieur de cette assurance vie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va mettre des fonds obligataires, des fonds long short, et puis tu avais parlé d'un autre support, mais plus en marge en Vincent, sur les contrats Exactement, et d'assurance vie. on peut même inclure du private equity au sein de l'assurance vie pour les thématiques plutôt long terme liées à l'infrastructure par exemple. Ensuite, Mathieu vous a présenté l'immobilier résidentiel à l'investissement, puisque ça permet d'être protecteur aussi contre l'inflation et ça permet la pierre va permettre de protéger votre épargne également. Et ensuite, on a un investissement qui offre du confort de gestion et des rentabilités aussi attractives dans cette période agitée, qui sont les SCPI, qui permettent de bénéficier de revenus complémentaires assez attractifs. Donc, avec un panel de ces 3 types de solutions, ça vous permet de bénéficier d'une protection de votre épargne et d'une rentabilité plus attractive que celle que vous pouvez avoir sur vos livrets bancaires plus classiques. Merci beaucoup Vincent. Alors là, il y a quelques questions. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous en avez d'autres. C'est vraiment le moment de poser vos dernières questions et qu'on puisse y répondre dès à présent. Mathieu, j'ai une question pour toi. Mhm. Question peut-être un peu compliquée, enfin tu jugeras. Donc l'immobilier, notamment sur Paris, a augmenté donc ces dernières années. Est-ce vraiment le bon moment d'acheter? Et comment dire? Je peux parler de mon expérience et puis des chiffres que je connais. En 20 ans, j'ai connu 4 crises. La première, c'était celle des subprimes, 2008-2009. La deuxième, c'était un ralentissement du marché entre 2012 et 2015 avec une petite contraction des prix. L'arrêt total de la parenthèse du Covid et la crise d'aujourd'hui qui dure depuis 2023. Euh, les 3 dernières crises m'ont permis de voir que les baisses qui avaient eu lieu sont très vite réabsorbées quand on sort de crise. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Le meilleur moyen d'investir, c'est d'investir grâce au levier du crédit avec peu de fonds propres et de se dire, je l'investis, mais je sais que si j'ai une crise, parce que c'est un peu systémique, hein, il y a régulièrement des crises immobilières et financières, il ne faut pas que je sois en nécessité de vendre ce placement à tel moment. Parce que je sais que finalement, la courbe d'augmentation des prix, ça va être une droite, mais qu'il va y avoir des fluctuations. Voilà. C'est c'est ce que je peux dire. Donc oui, c'est toujours le bon moment d'investir en immobilier et c'est d'autant plus le bon moment aujourd'hui. Euh, Comment dire, les gros investisseurs achètent dans des périodes de crise et c'est comme ça qu'ils réussissent à augmenter leur capital de manière importante. Les C'est petits investisseurs doivent suivre aussi, hein. Et c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des négociations envisagées, en tout cas plus conséquentes qu'en temps normal. Il y a des opérations, enfin des bonnes opportunités en ce moment. Exactement. Il y a toujours de bonnes opportunités. La bonne opportunité, c'est de trouver quelque chose qui convient à son projet. Et il faut bien définir son projet en amont. Et nous, conseillers immobiliers, on est là pour ça. Super, merci Mathieu. Vincent, j'ai une question plus pour toi. Alors, je suis très étonné que vous n'ayez pas parlé des ETF. Que pensez-vous de cet investissement?
Oui, alors les ETF, il y a plusieurs types d'ETF, mais si on parle des ETF qu'on entend énormément dans la presse, il s'agit d'ETF liés aux indices boursiers, ETF sur le S&P 500, qui est l'indice des 500 plus grandes capitalisations américaines. Donc les ETF actuellement sont très concentrés sur certaines valeurs. Donc on prend à 100% le risque action. Donc typiquement dans cette période, c'est un investissement qu'on peut recommander, mais de manière progressive pour des investissements programmés, mais on ne va pas le recommander directement pour un investissement ponctuel. Parce que le risque de baisse des marchés est assez important actuellement. Donc, dans cette période tumultueuse, on préfère se tourner vers d'autres types de solutions plus prudentes pour revenir sur potentiellement des fonds actions ou des ETF par la suite. Ok. Très bien, j'ai une autre question, plus orientée pour toi aussi. J'ai un contrat en ligne. Comment savoir si les placements sont corrects? Indique. D'accord. Alors, en fait, ça, on peut vous le dire. Ça dépend déjà du profil de risque du contrat. Il faut vraiment déterminer si l'allocation, donc sur quoi les capitaux sont investis, sur quel type de support, s'ils sont adaptés à votre profil de risque, mais surtout par rapport à vos projets. Et si pour regarder la rentabilité, ça dépend. Si c'est investi que en actions, il faut comparer aux indices boursiers. Si c'est investi sur des supports plus prudents, faut que ça ait une rentabilité quand même d'un ou deux points de plus que les fonds euros classiques. Sinon, ça sert pas à grand-chose de prendre du risque. Ok, merci Vincent. Alors Mathieu, j'ai une question pour toi Mhm. sur les délais des opérations à partir du moment où tu as décidé d'investir, là où tu passes via le conseiller, etc. Ça dure combien de temps de A à Z en gros? Enfin, c'est comme Ça, ça que j'ai ça- compris la question. Ouais, ça dépend vraiment de la manière dont le projet est défini. Mais si on cherche à investir rapidement, euh, normalement, en un mois, on devrait avoir trouvé quelque chose qui corresponde. Ça dépend des profils, mais ce que je dis à mes clients, c'est que parfois on peut trouver un bien tout de suite à la première visite. On a un coup de cœur. Bon, là, on parle du locatif, mais il peut y avoir des coups de cœur pour du locatif, de se dire c'est un super investissement. Bon, parfois il faut se lancer tout de suite. Après, vous avez d'autres profils d'investisseurs qui ont besoin de 10 visites pour savoir si ça leur convient. Mais normalement, bien pris en main. On peut trouver un bien, oui, on va dire dans une période d'un mois, et après les délais classiques, c'est de signer une promesse de vente et de réitérer l'acte authentique 3 mois après. Donc ça prend un peu plus d'un trimestre. Voilà, mais si on est décidé, on trouve. Oui, ça peut aller vite. Ok. Ça peut aller vite. Ok, merci Mathieu. Ouais. Alors pour les autres questions, il y en a quelques-unes en plus, mais qui seront trop spécifiques. Donc je me permettrai de vous recontacter ou notre service client vous recontactera directement si vous avez vraiment besoin des éléments. En tout cas, je voulais vous préciser un point. Déjà, vous avez possibilité, comme l'évoquait Vincent et comme je l'évoquais en début de webinaire, vous pouvez auditer vos contrats de manière gratuite. On peut réaliser un bilan. Donc vous pouvez nous contacter. Je vais vous donner notre adresse mail. Je vous la redonne et elle sera affichée sur la dernière slide. Je vais vous montrer maintenant. C'est service-du-6 client@vanogp.fr donc ou au téléphone au 01 45 03 80 95 vous nous contactez, on prend un point, soit on peut se déplacer si vous êtes sur Paris, sinon ce sera en visio ou directement dans nos locaux qui sont situés dans le 9e arrondissement. Là, vous avez l'opportunité, je remonte la slide d'avant, il y a Vincent qui va se déplacer dans 3 agences, donc il y a des dates bien définies. Vous pouvez rentrer, d'ailleurs, venir avec ou sans rendez-vous, c'est à votre convenance si vous décidez au dernier moment. Donc le mercredi 30 avril, donc de 10h à 18h dans l'agence Sèvres-le-Courbe. On a le jeudi 10 avril de 10h à 18h toujours dans l'agence de Neuilly. Et ensuite, enfin, le 30 avril, donc toujours aux mêmes horaires, dans l'agence de Rue Le Courbe, dans le 15e arrondissement. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez besoin, ne serait-ce que de quelques éléments sur votre situation patrimoniale, même si ça ne concerne pas vos contrats, mais plus sur les mécaniques patrimoniales, c'est également envisageable, on peut vous orienter là-dessus.
Donc, en tout cas, on était ravis de vous proposer ce webinaire. Je remercie Mathieu Genillard et Vincent Coumans pour leur participation. N'hésitez surtout pas à contacter même Mathieu directement Avec s'il y a un plaisir. sujet, s'il y a un sujet immobilier. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.